Alors, je suis Hervé Lemaître et chez Red Hat France, je m'occupe de ce qu'on appelle business stratégiste, c'est-à-dire responsable de la stratégie de l'entité France, avec un niveau de maîtrise des technologies qui va avec, qui permet aussi de jouer, on va dire, un rôle équivalent de CTO vis-à-vis de nos clients, donc de positionnement de nos technologies vis-à-vis des besoins des clients. C'est un rôle qui permet d'accompagner la croissance évidemment de la société et l'adéquation finalement des besoins sectoriels ou des besoins des clients vis-à-vis de certains pans ou certains éléments de notre offre qui sont peut-être mieux positionnés que d'autres pour répondre à des vraies problématiques. Red Hat en France, c'est environ 200 personnes qui sont réparties pour une partie non négligeable sous forme de développeurs qui travaillent pour les communautés et pour une partie, une force commerciale, marketing et de consultants permettant d'adresser localement les besoins des clients. Nous sommes organisés par secteur, donc on couvre tous les grands secteurs de l'économie, les services télécommunications, les services financiers, la grande distribution, le transport, les services en général. Donc on a une organisation qui permet d'adresser ces marchés-là et d'avoir aussi une gestion de réseau de partenaires puisque on va dire près des 3/4 de notre volant économique se fait par l'intermédiaire de réseaux de partenaires. Donc on a toute une activité de gestion de réseau de partenaires. Donc pour répondre à la première partie de la question, la typologie de notre offre, elle est centrée sur une plateforme de développement applicatif, une plateforme applicative en fait, qui s'appelle Red Hat OpenShift Container Platform, qui comme son nom l'indique est basée sur une technologie dite container, mais qui est une plateforme très orientée application, dans le sens où elle s'adresse véritablement aux développeurs en leur fournissant toute une chaîne d'outillage, voire de méthodologie, parce que l'outillage sous-tend très souvent des méthodologies, notamment le DevOps, qui permet de mettre en œuvre une chaîne de développement continu, d'intégration en continu, de tests en continu, de livraison en continu et de livraison dans des environnements, en gros, de mettre en œuvre des environnements dits de pré-prod, d'intégration et de prod, et donc de faire naviguer à travers toute cette chaîne le flow, le cycle de vie de l'application. Dans un modèle, comme je l'ai dit, qui s'appuie technologiquement sur des containers et qui donc correspond presque nativement au fait de développer aujourd'hui dans des nouveaux paradigmes modernes de développeurs à base de microservices et d'API, mais pas seulement, puisque cette plateforme a aussi tout un pan de son architecture ou de ses concepts qui permettent d'adresser la modernisation du parc applicatif et donc de donner une seconde vie en termes de run ou de portage, voire de migration, d'un existant applicatif vers une plateforme moderne. Donc, on adresse les développeurs dans ces deux axes-là. Alors, exactement, bien sûr qu'elle s'adresse sur ces besoins-là, puisque dans la plateforme, effectivement, c'est la deuxième couche finalement applicative, c'est qu'on bénéficie de tout un historique de portfolio de technologies open source chez Red Hat, dont font partie les PHP, les Perl, les Python, dans ce type de langage-là, dont fait partie Java, dont fait partie les environnements plus récents, Node.js ou Angular. Et en fait, on va retrouver tous ces frameworks pré-intégrés sous forme de composants dans la plateforme. Ce qui permet en fait aux développeurs de les utiliser nativement et surtout de les utiliser aussi bien dans la chaîne de dev que dans la chaîne de run. Et donc d'avoir cette unité finalement sur tout le cycle. Et c'est un peu ça la promesse de cette plateforme, c'est d'apporter cette unité, cette consistance, aussi bien sur le fait de pouvoir tourner n'importe où quand on regarde les infrastructures, mais aussi de pouvoir adresser l'ensemble des technologies qui vont répondre à un besoin pour les développeurs. Alors pour tout ce qui est développeur, je pousserai les gens directement sur... On a un programme dédié aux développeurs qui s'appelle le développeur programme, rien d'extraordinaire dans la dénomination, sur un site particulier qui s'appelle developers.redhat.com. Et là, toute la technologie est à disposition, librement évidemment puisque c'est la technologie open source, et gratuitement
pour les développeurs. De telle manière à pouvoir utiliser chez eux, dans leurs environnements, ces technologies donc pour des besoins de développement. Il y a plusieurs points dans cette question. Le premier, c'est de considérer que l'automatisation, c'est un élément fondamental d'une transformation numérique dans un environnement ou dans un autre. La réponse technologique à cette problématique d'automatisation, elle peut passer par différents éléments de technologie. Ansible en est un qui a une aura extraordinaire pour une raison toute simple, c'est qu'il est non seulement simple, hyper simple à utiliser, donc pour le développeur, enfin pour l'utilisateur, qu'il soit un développeur, un administrateur ou n'importe qui, c'est compréhensible, c'est utilisable. Et il est aussi simple à déployer, puisqu'en fait, il ne déploie rien. Il travaille dans un modèle centralisé et communique par des protocoles ouverts et standards avec ses cibles, avec ses destinations. Donc, c'est un élément très simple qui permet d'adresser, en plus des problématiques aussi bien orientées actes d'administration sur l'infrastructure. Et quand je parle d'infrastructure, je parle compute, je parle configuration, je parle configuration de stockage, configuration de réseau. Elle est configurée de manière répétitive sans erreur des switches d'une marque X ou Y, c'est intéressant. Je parle sécurité, d'aller s'assurer de la conformité d'un déploiement de règles applicatives dans un firewall, c'est fondamental. Donc on travaille sur ces couches d'infrastructure en termes d'automatisation, mais Ansible a aussi cette particularité de pouvoir travailler sur les couches applicatives. Donc on peut très bien réaliser des déploiements applicatifs totalement automatisés par Ansible parce que justement les recettes de cuisine sont tellement simples à mettre en œuvre que ça se fait très facilement. On a vraiment un langage commun qui sert à tous. Le langage utilisé est un descriptif très simple du YAML, donc c'est un markup language, mais qui reste super lisible à base de tags et de valeurs. Donc clé-valeur, très simple. Ça, c'est un aspect de l'automatisation. Un autre aspect de l'automatisation, c'est de considérer l'infra as code en termes de solutions presque pré-packagées. C'est exactement ce que fait un OpenStack. Un OpenStack bien intégré avec tout ce qu'il faut en termes d'outillage vous donne une infrastructure totalement automatisable et en plus contrôlable par API, puisque OpenStack est à la base un ensemble d'API standardisés qui permet de contrôler les couches d'infrastructure, stockage, réseau et compute. Donc il y a plusieurs réponses finalement à ces biais-là. Et quand on veut faire de l'automatisation packagée de bout en bout, on a OpenShift qui travaille dans ce modèle-là. OpenShift d'ailleurs utilise de l'Ansible pour travailler. OpenStack chez nous utilise aussi de l'Ansible. Donc on a réalisé cette intégration, c'est-à-dire que Ansible est devenu aussi un langage pour nous, pour rendre nos solutions plus simples à mettre en œuvre, plus simples à déployer et plus simples à mettre à jour. Pour tout, pour les développeurs qui l'utilisent, pour les ops qui l'administrent. Un ops qui doit faire une montée de version sur un OpenStack, c'est à la base quelque chose qui peut donner des sueurs. On a complètement automatisé cette phase-là. Pareil sur OpenShift, et c'est Ansible qui nous permet de faire ça. Donc on a accès véritablement, alors il se trouve qu'on peut être amené à utiliser dans certains autres éléments de notre gamme d'autres composants d'automatisation. On a historiquement utilisé, mais ça remonte à assez longtemps, Puppet pour réaliser une partie gestion de conf dans une autre partie de notre offre. Maintenant, Ansible étant véritablement aujourd'hui la pierre angulaire de tout ce qu'on fait et ce qui est utilisé de manière globale par l'ensemble de nos clients, aujourd'hui Ansible devient la solution presque interne chez Red Hat pour opérer cette couche d'automatisation. Alors Kubernetes, c'est véritablement un projet phare qu'on a détecté tout de suite quand Google l'a open sourcé. Et on l'a vu tellement important qu'en fait on a décidé dès le départ de ne pas l'utiliser nativement, mais d'œuvrer d'abord à la création d'une fondation qui s'appelle la CNCF, pour la Cloud Native Computing Foundation, qui se veut être le garant d'un effet de standardisation sur cette technologie, pour éviter que la technologie soit associée à un nom de société. Aujourd'hui, Kubernetes est gouverné pas par un acteur, il est d'origine Google. Il est gouverné par un organisme paritaire qui s'appelle la CNCF, qui définit ses axes de développement, qui définit sa stratégie. Et dans cette fondation, on a des contributeurs. Google est évidemment un contributeur fondamental. Red Hat en est un deuxième.
On est le deuxième plus gros contributeur à la technologie au sein de la fondation. Donc on a œuvré à la création de la fondation, on a œuvré au développement et de Kubernetes et de tout l'écosystème qui va autour, puisque dans la fondation, Kubernetes est un projet, mais il y a une multitude de sous-projets qui travaillent, que l'on porte nous, qui sont portés par d'autres, hein, c'est l'effet de la communauté. Et ensuite, nous utilisons ces technologies-là pour en faire le cœur d'OpenShift, qui est beaucoup plus large que ça. Dans OpenShift, il y a beaucoup de choses. Mais le cœur, c'est basé sur du Kubernetes. Et on est 100% certifié compatible.